L'une des liaisons routières les plus importantes d'Europe traverse le cœur des Alpes en passant à l'intérieur même de la roche dans un corridor qui, pendant des décennies, a contribué à maintenir les économies du nord et du sud du continent étroitement connectés. Le problème, c'est que ce passage vital a vieilli et le rénover de manière classique impliquerait des années d'interruption sur un axe qui, tout simplement, ne peut pas s'arrêter. C'est pour cette raison que la Suisse a choisi une solution rare, coûteuse et particulièrement délicate: creuser un second tunnel presque entièrement parallèle à l'original au sein de l'une des chaînes de montagnes les plus complexes de la planète. À première vue, cela ressemble à une simple duplication. Mais le projet cache un paradoxe assez surprenant. Même avec 2 tunnels, la capacité de la liaison ne va pas augmenter comme beaucoup pourraient l'imaginer. L'objectif principal est clair: maintenir le corridor en fonctionnement, améliorer les conditions de sécurité et permettre une rénovation complète de l'ouvrage existant, sans interrompre cette colonne vertébrale logistique à travers les Alpes. Dans cette vidéo, il sera question de comprendre pourquoi ce projet est devenu aussi stratégique, comment le nouveau tunnel est en train d'être construit et ce qui s'est produit lorsque la géologie a stoppé une machine gigantesque. Avant l'ouverture du tunnel routier du Saint-Gothard, la traversée entre le nord et le sud de la Suisse dépendait du col du Gothard, un itinéraire historique utilisé depuis le Moyen-Âge, mais limité par des virages serrés, l'altitude et des conditions climatiques qui rendaient les déplacements lents et instables pendant une grande partie de l'année. Lorsque le tunnel est entré en service en 1980, le changement a été considérable, puisque l'autoroute A2 a commencé à traverser les Alpes sur près de 17 km de manière directe, réduisant un trajet qui prenait auparavant environ 1h30 à quelque chose autour de 15 minutes. Le chantier a duré 7 ans, a été réalisé principalement par forage et dynamitage de la roche, et à l'époque, il est devenu le plus long tunnel routier du monde, un titre qu'il a conservé pendant 20 ans. Plus qu'un simple gain de temps, il a transformé une barrière géographique en un corridor permanent de circulation à l'échelle européenne, consolidant une liaison essentielle entre les frontières allemandes et italiennes et faisant de l'A2 l'un des axes routiers les plus stratégiques du continent. Le problème, c'est qu'une infrastructure de cette ampleur ne vieillit pas discrètement. À partir des années 2010, le tunnel nécessitait déjà une modernisation lourde, notamment au niveau des systèmes de sécurité, de ventilation, d'exploitation et des équipements électromécaniques. Sur le papier, la solution la plus simple aurait été de fermer l'ouvrage pendant plusieurs années pour le rénover, mais en pratique, c'était précisément l'option la moins acceptable. Interrompre pendant 3 ou 4 ans un axe de cette importance aurait désorganisé une traversée essentielle des Alpes et reporté le trafic sur des itinéraires moins efficaces, plus longs et parfois même impraticables en hiver. C'est pour cette raison qu'en 2012, le Conseil fédéral suisse a décidé de construire un second tube, non pas pour doubler la capacité de la liaison ni pour remplacer totalement le tunnel existant, mais pour permettre au trafic de continuer à circuler pendant la rénovation complète de la structure d'origine. La logique du projet est particulièrement rigoureuse. Dans un premier temps, le nouveau tunnel prend en charge une partie du trafic. Ensuite, le tube existant est entièrement rénové selon les standards techniques actuels. Ce n'est qu'à la fin que les 2 ouvrages fonctionnent en parallèle, chacun dans un sens de circulation, avec un niveau de sécurité et de fiabilité opérationnelle nettement supérieur. Cette proposition a été approuvée par la population suisse lors d'un référendum 4 ans après sa présentation. Les travaux préparatoires ont débuté 4 ans plus tard, et la mise en service est prévue pour 2030. Ce qui rend cette décision intéressante, c'est que le second tunnel n'a pas été conçu comme un symbole d'expansion, mais comme un élément de continuité logistique, car la priorité de la Suisse n'était pas d'augmenter le trafic, mais d'éviter que l'une des liaisons les plus importantes des Alpes ne cesse de fonctionner. L'ingénierie du nouveau tube commence par un choix qui peut sembler simple, mais qui cache en réalité une complexité de construction considérable. Plutôt que de creuser une galerie étroite destinée uniquement à accueillir une voie de circulation, le projet a été dimensionné avec un diamètre supérieur à 12 mètres, car l'espace intérieur ne sert pas uniquement aux véhicules. Le revêtement structurel consomme environ 0,5 mètres d'épaisseur. Au-dessus de la chaussée se trouve une zone dédiée à la ventilation et, en dessous, un ensemble de galeries techniques a été aménagé pour la maintenance, l'exploitation et les systèmes permanents du tunnel. C'est justement dans cette partie inférieure qu'apparaît l'une des solutions les plus intéressantes de l'ensemble du projet. L'une de ces galeries va accueillir des lignes à haute tension, remplaçant ainsi les infrastructures aujourd'hui déployées sur le col du Gothard sous forme de grandes lignes aériennes. L'excavation principale a été organisée autour de 2 tunneliers, l'un avançant depuis le nord et l'autre depuis le sud,
avec pour objectif de se rapprocher du point central après environ 2 ans de creusement. Sur le papier, la configuration paraît symétrique, mais la réalité géologique remet totalement en cause cette impression d'équilibre. Chaque machine progresse dans des terrains différents, avec des comportements variés en termes de pression, de fracturation et de stabilité, ce qui transforme le chantier en 2 excavations parallèles au sein d'un même projet. Les tunneliers ont été choisis pour leur capacité à offrir une progression continue, une cadence élevée et la pose simultanée des anneaux préfabriqués qui assurent le revêtement du tunnel à mesure que l'avancement se fait, mais ce type de solution ne fonctionne efficacement que lorsque la roche se comporte dans les paramètres attendus. Dans un environnement alpin, cette condition est rarement maintenue sur l'ensemble du tracé. Le point le plus technique du chantier apparaît lorsque le tracé rencontre ce que l'on appelle des zones de cisaillement, des sections où la roche cesse de se comporter comme un bloc rigide pour présenter des fractures, des zones broyées et un niveau d'instabilité bien supérieur à la normale. Dans le nouveau tunnel du Saint-Gothard, la zone la plus sensible identifiée du côté sud est la Goupis Shear Zone, une bande d'environ 400 mètres de long située à près de 5 km du portail d'Airolo. Ce chiffre peut sembler faible face à un tunnel de près de 17 km, mais en ingénierie souterraine, un tronçon de ce type suffit à modifier les méthodes, le calendrier et les coûts, car il concentre le risque de blocage de l'excavation mécanisée précisément dans une section profonde, soumise à de fortes contraintes du massif rocheux. C'est pour cette raison que le projet n'a pas été conçu comme un chantier reposant sur une seule méthode. L'image la plus simple serait d'imaginer 2 tunneliers avançant sans interruption jusqu'à leur rencontre au cœur de la montagne. Mais en réalité, l'ingénierie a dû combiner excavation mécanisée et méthode traditionnelle de forage et dynamitage, le drill and blast. L'avantage du tunnelier réside dans sa productivité continue et dans la pose rapide des segments de revêtement, tandis que le drill and blast devient essentiel lorsque la priorité n'est plus la vitesse, mais le contrôle géotechnique. Dans les zones difficiles, l'avancement se fait par étapes plus courtes, l'analyse du front de taille devient plus précise et la stabilisation peut être appliquée immédiatement après chaque progression, avec des boulons d'ancrage, du béton projeté et des systèmes de soutènement complémentaires. La décision la plus stratégique a été d'intervenir sur ces zones avant même l'arrivée de l'excavation principale. Pour cela, le chantier a ouvert des galeries d'accès à l'aide de machines plus petites, permettant d'atteindre en amont les sections les plus critiques et d'anticiper leur traitement géotechnique. La complexité du chantier ne se limite pas à l'intérieur du massif, car l'infrastructure nécessaire pour maintenir cette excavation en cours constitue déjà un projet parallèle de grande ampleur. Avant même l'avancée principale des tunneliers, plusieurs années ont été consacrées à la préparation des portails nord et sud, avec de nouvelles opérations de dynamitage, des excavations complémentaires et une réorganisation complète des zones d'accès. Du côté nord, à Göschenen, le manque d'espace en surface et le risque d'avalanche ont créé un défi logistique majeur, et la solution adoptée a été de creuser des cavernes à l'intérieur de la montagne pour y installer une partie de la production de béton destinée au revêtement du tunnel. Du côté sud, à Airolo, la situation est différente. La disponibilité d'espace en surface est plus importante et le contexte topographique permet une organisation plus classique, avec la production du béton et la fabrication des segments de revêtement en dehors de la montagne. Cette différence entre les deux fronts est essentielle car elle montre qu'un même tunnel peut nécessiter des logiques de construction distinctes selon son environnement. Au nord, l'enjeu principal est de compacter l'ensemble des opérations et de les protéger des risques naturels. Au sud, la priorité est d'optimiser la fluidité logistique en surface. Un autre élément qui permet de mesurer l'ampleur du projet concerne le volume de matériaux extraits du massif. L'excavation totale devrait générer environ 7,5 millions de tonnes de déblais, et le projet a été conçu pour éviter que ce volume ne devienne un simple déchet. Environ 25% des matériaux excavés seront réutilisés pour la production de béton destiné au nouveau tunnel et à la future rénovation du tunnel existant. 25% supplémentaires seront valorisés dans des infrastructures routières et les 50% restants seront transportés vers la région du lac des Quatre Cantons, à environ 50 km au nord, où ils serviront à créer des zones peu profondes à vocation écologique. La partie la plus dramatique du chantier est apparue précisément là où l'ingénierie s'attendait déjà à rencontrer des difficultés, mais pas à cette intensité. Du côté sud, le tunnelier baptisé Paulina a commencé à avancer en 2025 avec pour mission de creuser le nouveau tube depuis Airolo. Très rapidement, les performances attendues se sont dégradées lorsque la machine est entrée dans une zone géologique bien plus instable que prévu.
Après moins de 200 mètres de progression, le front de taille a rencontré une roche fortement fracturée, des matériaux meubles et des cavités qui ont totalement modifié le comportement du massif. Le résultat a été un effondrement local au niveau de l'excavation, avec blocage de la tête de coupe et perte de l'avantage principal du tunnelier, à savoir la continuité de l'avancement. La réaction du chantier montre pourquoi les mégatunnels ne se réalisent pas uniquement avec des machines puissantes, mais avec une véritable capacité d'adaptation. Pour dégager le front bloqué, il a fallu ouvrir un nouvel accès jusqu'à la zone de la machine, atteindre la section effondrée par un autre itinéraire et convertir une partie de l'excavation en méthode drill and blast, c'est-à-dire forage et dynamitage. Cela a impliqué de réorganiser entièrement la logique du front sud, d'augmenter le recours au soutènement géotechnique et d'accepter une progression plus lente, mais nettement mieux maîtrisée. Le surcoût de cette adaptation a été estimé à plusieurs dizaines de millions de francs suisses, et le calendrier a dû être révisé pour intégrer plusieurs mois supplémentaires de travaux, avec une accélération sur d'autres fronts, une organisation en 3 équipes et une activité maintenue 7 jours sur 7 afin de limiter le retard accumulé. L'épisode de Paulina met en évidence une réalité fondamentale de l'ingénierie souterraine. Connaître l'existence d'une zone problématique ne signifie pas être capable de prévoir précisément son comportement au moment de l'excavation. Le projet savait déjà que le versant sud comportait des sections sensibles, aussi bien grâce aux études préalables qu'à l'expérience acquise avec le tunnel existant et la galerie de sécurité. Mais l'intensité réelle du comportement de la roche et la réaction locale du terrain se sont révélées plus critiques que le scénario le plus optimiste. Dans le même temps, le chantier montre que le véritable indicateur de maturité ne réside pas dans l'absence de problème, mais dans la capacité à y répondre sans compromettre l'ensemble du projet. Plutôt que de persister avec une solution mécanisée inadaptée, les équipes ont changé de méthode, réorganisé le chantier et sécurisé le reste du calendrier grâce à des ajustements sur les autres phases. Et vous ? Que pensez-vous d'un projet de cette envergure réalisé non pas pour augmenter la capacité, mais pour garantir la continuité de l'exploitation ? Donnez votre avis en commentaire. C'était La Grande Construction. Pensez à laisser un like, à vous abonner et à regarder la vidéo précédente.